Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Suite de la saison des prix littéraires, l'Interallié ce matin, il a été décerné il y a quelques minutes à Pierre Rouanet pour son livre Castel, et cela dès le premier tour. Nous y reviendrons dans le courant de ce journal en compagnie de Jacques Ségui qui se trouve sur place. Les élections partielles hier à Gap, à Rodez et à Montélimar. Une surprise, la victoire de Jean Briane, centriste d'opposition à Rodez, commentaire dans ce journal également de Guy Claes. Nous reviendrons aussi sur l'ensemble de l'actualité sportive, comme d'habitude le lundi, avec Hebdo Midi Sport, que vous présentera Patrick Chapuis. Et puis il reste évidemment que le titre principal de l'actualité est constitué par la guerre maintenant ouverte entre l'Inde et le Pakistan. Sur le terrain, les combats font rage, notamment dans le Cachemire du Sud, où des unités blindées indiennes et pakistanaises se sont heurtées très violemment pendant ce week-end. L'armée indienne aurait détruit 23 chars pakistanais, et pendant ce temps-là, l'Inde continue d'envoyer des troupes vers le Pakistan oriental, et l'aviation a bombardé l'aéroport de Dhaka. Madame Gandhi, elle, dans un discours devant le Parlement, a annoncé la reconnaissance par l'Inde du Bangladesh. Cela a été salué par un tonnerre d'applaudissements de la part des députés. Conséquence ce matin, la rupture des relations diplomatiques entre l'Inde et le Pakistan. Au même moment, les Nations Unies se sont penchées sur la situation dans ce secteur du monde. Au Conseil de sécurité, les positions sont quelque peu bloquées. C'est même l'occasion d'un affrontement entre Russes et Chinois. Avec tout cela, pas question, Georges Pitoëff, d'imposer bien sûr un cessez-le-feu. Depuis ce matin, en effet, depuis que Mme Gandhi a reconnu le gouvernement du Bangladesh, les données politiques et diplomatiques du conflit ont changé. Apparemment, c'est là, sur le terrain, au Pakistan oriental, que se joue la partie militaire. Tout se passe en effet comme s'il s'agissait maintenant pour les Indiens d'inscrire dans les faits, sur le terrain, la nouvelle réalité politique née de la reconnaissance du Bangladesh. Ici, on se bat sur terre, sur mer et dans les airs. Ce matin, erreur ou accident, un avion indien a bombardé Dhaka alors que des Européens et des Américains s'apprêtaient à évacuer le Bengale. Sur le terrain, il semble bien que les Indiens progressent à l'intérieur du Pakistan oriental. Ils auraient occupé 4 localités frontalières et contrôleraient une zone large de 15 à 40 km. Ce matin d'ailleurs, le général commandant les troupes indiennes du secteur a lancé un appel aux soldats pakistanais leur demandant de se rendre. Évitons, a-t-il dit, d'inutiles effusions de sang. Les forces révolutionnaires du Bangladesh, dont le nombre se situe entre 50 et 150 000 hommes, coopèrent avec les forces indiennes. On les voit en patrouille dans les régions conquises par les Indiens. Selon les envoyés spéciaux de la presse mondiale, on assiste dans ces zones au retour de quelques familles de réfugiés. Les paysans se considéreraient dès maintenant en zone libérée. Toutefois, l'armée indienne déclare ne pas espérer une guerre éclair. Le terrain coupé de canaux ne se prête pas à une progression rapide des blindés. De toute évidence, le Pakistan, lui, essaye de faire diversion en attaquant à 2000 km à l'ouest, au Cachemire et au Pendjab. Ce matin, à la Nouvelle-Delhi, il y a eu au Parlement des scènes d'enthousiasme sans précédent lorsque Mme Gandhi a annoncé la reconnaissance officielle de la République populaire du Bangladesh. Elle déclarait en substance, après les massacres perpétrés par les Pakistanais, l'exode des réfugiés, le refus du Pakistan de reconnaître les forces politiques issues du libre scrutin de l'année dernière, il n'y avait plus d'autre solution. Le Pakistan nous ayant enfin déclaré la guerre, ajoute Mme Gandhi, on ne peut considérer la reconnaissance du Bangladesh comme une intervention dans les affaires intérieures du Pakistan. Si la décision de l'Inde est suivie par l'URSS, cela risque de mettre en cause le statu quo territorial de la péninsule indienne. Du même coup, la poursuite du débat au Conseil de sécurité poserait des problèmes juridiques et politiques insurmontables. À 2 reprises déjà, du fait du veto des soviétiques, le Conseil de sécurité n'a pu ordonner de cesser le feu et pour la première fois, on a vu au Conseil de sécurité la Chine populaire et les États-Unis voter un même texte contre Moscou. D'ailleurs, le duel sino-soviétique s'est transformé en affrontement d'une grande violence verbale entre le soviétique et le chinois Wang Hua, celui-ci accusant Moscou de social impérialisme et de connivence avec ce qu'il appelait l'agresseur indien. Quant à Jacob Malik, délégué de l'URSS, il dénonçait la collusion des impérialismes américains et chinois. Le duel sino-soviétique a ainsi fini par déborder largement du cadre de la guerre indo-pakistanaise, comme si cette guerre mettait en lumière le conflit latent, idéologique, politique et territorial entre Pékin et Moscou. L'Asie n'a pas fini de faire parler d'elle. Et les dépêches, effectivement, continuent d'arriver à propos du Pakistan. La dernière est titrée de la façon suivante: l'aviation pakistanaise utilise du napalm. Actualité internationale encore avec un autre titre, il s'agit une nouvelle fois de l'Irlande du Nord. Les violences risquent de redoubler depuis l'attentat de samedi soir qui a fait à Belfast, dans un bar, vous le savez, 16 morts. Ce matin encore, 4 personnes ont été abattues à Londonderry par les soldats britanniques. Cet homme
que nous allons voir dans un instant. Le voici. Il s'appelle Jean Briane. Il constitue en fait la surprise du second tour des élections législatives partielles d'hier. Guy Claes, il faut présenter un petit peu les choses et ce qui s'est passé à Rodez notamment. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que M. Briane, centriste réformateur, donc soutenu par messieurs Le Canuet et Servan-Schreiber, a fait pratiquement le plein des voix de l'opposition, y compris la plus grande partie des voix communistes, qui est tout de même une surprise, puisque le Parti communiste avait recommandé des consignes d'abstention. M. Briane a reçu aussi un renfort de gens qui s'étaient abstenus au premier tour. De son côté, le candidat républicain indépendant, M. Sancy, a recueilli les voix d'un candidat de droite qui avait été éliminé au premier tour, c'était un candidat qui était proche de la majorité d'ailleurs, plus aussi quelques abstentionnistes, mais finalement en moins grand nombre. Alors le phénomène, donc, le premier phénomène, c'est ce blocage des voix sur ce centriste réformateur. Donc les électeurs de gauche ont voté contre la majorité sans trop se soucier de savoir si le candidat réformateur était de gauche ou non. Il était important pour eux qu'il soit d'opposition et c'est tout. Et c'est donc un vote de mécontentement qui s'est exprimé là, un mécontentement plus sensible encore en milieu rural que dans les villes. Ce résultat montre aussi que l'entrée des centristes tendance Duhamel-Fontanet n'a pas fait disparaître le centrisme d'opposition. Il y a donc actuellement un centrisme majoritaire et aussi un centrisme d'opposition. Ce qui confirme d'ailleurs, en grande partie, les analyses de messieurs Servan-Schreiber et Le Canuet. Et normalement, c'est une situation qui pourrait donner des soucis à la majorité, qui serait donc obligée aux prochaines élections, si ce résultat devait se confirmer, de se battre sur deux fronts, à la fois contre la gauche et contre le centrisme d'opposition. Au fond, cette situation tient à la fois de celle de 1969, de l'élection présidentielle, où le danger centriste était représenté par M. Poher, et des élections de 1967, où on avait déjà assisté à ce phénomène de rassemblement des oppositions contre la majorité. C'est normalement un danger pour la majorité qu'elle ne devrait pas sous-estimer. D'ailleurs, dès hier soir, M. Tomasini, le secrétaire général de l'UDR, ne s'y est pas trompé, puisqu'il a dénoncé des coalitions négatives. Cette cristallisation de l'opposition c'est d'ailleurs confirmé dans la Drôme, où l'UDR enregistre un recul assez net par rapport à 1968, puisqu'elle tombe de 48% à 32,43% des suffrages. Et le socialiste, là aussi, fait pratiquement le plein des voix d'opposition, à l'exception peut-être de quelques voix radicales. La majorité a trouvé sa fiche de consolation à Gap, avec le succès de M. Bernard Raymond, qui est lui aussi, il faut le noter, un centriste à l'intérieur de la majorité, puisqu'il est le représentant de la tendance Duhamel-Fontanet. Mais là aussi, il faut remarquer tout de même que le candidat communiste, M. Julien, a fait le plein des voix de gauche et même davantage en obtenant près de 45% des voix, ce qui est tout de même assez important. Donc vous voyez, une poussée centriste évidente, des problèmes pour la majorité à cause de cette poussée centriste, mais aussi peut-être des problèmes pour l'opposition de gauche, car les communistes ne veulent toujours pas entendre parler de M. Servan-Schreiber, et M. Mitterrand va être obligé lui aussi de chercher un équilibre entre les réformateurs et les communistes. Ça ne sera pas facile. Il y avait une municipale également de Versailles. Alors, il y avait une municipale à Versailles. Alors là, c'est une querelle à l'intérieur de la majorité et des centristes, au fond. Puisque M. Mignot, dont la liste a été réélue hier, M. Mignot était soutenu par la plupart des UDR locaux, alors que M. Destremo, lui, avait le soutien, bien sûr, des Républicains indépendants. C'est M. Mignot qui a gagné. Ça peut amener un reclassement des alliances entre centristes et majorité dans ce département des Yvelines, mais je ne crois pas que ça aille beaucoup au-delà tout de même. Pour le reste de l'actualité française, d'ailleurs, assez peu de choses à ajouter, sinon une rencontre ce soir entre le CNPF et les syndicats qui était prévue au calendrier. Ajouter aussi qu'il risque d'y avoir une certaine nervosité aujourd'hui dans les lycées, notamment parisiens. La Ligue communiste et le PSU, notamment, ont lancé un mot d'ordre d'une journée d'action. Cela devrait se manifester par des meetings ou des grèves des cours. Voilà pour l'ensemble de l'actualité française. La tendance à la Bourse de Paris maintenant, en compagnie de Gérard Vidalanche. Bien, la guerre entre l'Inde et le Pakistan a provoqué ce matin une hausse de l'or. Le lingot a grimpé de 50 francs, ce qui est tout de même une marge importante, tandis que le Napoléon, de son côté, a gagné 60 centimes. Voici les cours de l'or, je pense que nous devrions les avoir. Les valeurs françaises sont en baisse et ici il semble qu'il y ait une raison technique à la suite des mesures concernant le contrôle des changes. Eh bien il y a une certaine confusion dans les esprits, tout au moins à l'étranger. Les étrangers craignent à tort, en tous les cas, que leurs achats de valeurs françaises soient bloqués, alors qu'il s'agit simplement de bloquer la spéculation et pas du tout l'achat des valeurs françaises. Quoi qu'il en soit, il y a du flottement, certaines baisses assez sensibles comme Michelin, alors que les valeurs internationales sont beaucoup plus irrégulières, et c'est un peu le sentiment qui est donné par la bourse de New York ainsi que par la bourse de Londres ce matin. À tout à l'heure.
Une visite officielle à partir d'aujourd'hui en France, celle du général Eyadema, le président de la République du Togo, qui doit rester 4 jours dans notre pays. Le Togo, un pays qui a connu de longues périodes troublées et qui s'achemine maintenant vers un certain équilibre économique. Le Togo que vous présente Claude Manuel. Dans ce qu'il est convenu d'appeler la réalité quotidienne, l'ensemble de l'Afrique est très loin encore des immeubles modernes d'Abidjan ou de Dakar. Personne ne peut dire où en est le Togo en 1971, tellement s'y enchevêtrent un commerce vieux de 20 ans, une agriculture familiale, une industrie qui a presque tout à créer et un chômage important. Le phosphate est par exemple la seule richesse qui soit exploitée rationnellement en attendant la mise en valeur d'importants gisements de fer. 2 millions d'habitants, la densité de population la plus forte d'Afrique, un palais présidentiel que l'on expose comme une des grandes réalisations nationales, 120 000 habitants à Lomé, 3 000 téléphones, 600 km de long, 60 de large pour le pays, et un découpage historico-géographique ne tenant aucun compte des implantations ethniques. Voilà le Togo vu par la statistique. Mais un pays, ce n'est pas une capitale, une industrie, un plan quinquennal ou un port en eau profonde. Un pays, ce sont des hommes, des problèmes concrets, des villes. Ici, par exemple, Palimé, le 3e centre du pays, 15 à 20 000 habitants, c'est une des 5 véritables villes de ce pays dont la population est agricole à 85%. L'important, c'est plutôt agricole. La ville est purement agricole. Qu'est-ce qu'on y cultive? Du café, du cacao essentiellement, et puis des vivres, des légumes. Une vingtaine de milliers d'habitants ici. Pour cela, combien de médecins, par exemple? Pour un médecin, pour toute la circoncision sanitaire. C'est suffisant? Ça ne suffit pas. Il a à côté de cela beaucoup d'infirmiers, d'agents techniques qui le secondent. Combien y a-t-il de commerces fixes? Il y a à peu près 6 maisons de commerce fixes. Quel est votre budget? Le budget de la circoncision, le bureau du conseil s'élève à 20 millions de francs CFA. Tandis que la commune est dans l'ordre de 10 à 12 millions. Le lieutenant-colonel Étienne Eyadema a renversé en 1967 Nicolas Grunitzky. 10 ans d'indépendance, un régime d'exception qui dure avec un gouvernement de techniciens au train de vie discret et un parti unique, voilà pour la politique. Si le plan quinquennal prévoit la prospection systématique et l'exploitation d'un très riche gisement de fer, le phosphate reste la ressource numéro 1 exploitée par une entreprise privée franco-togolaise. Mais ce pays, essentiellement agricole, ne peut pas transformer son phosphate en engrais. Il est le 4e exportateur du monde. Nous rapportons à peu près à l'État 1 milliard 20 millions CFA, je parle en francs CFA, par an. Ce qui représente quel pourcentage du budget national? Eh bien, le budget national de 1971 était de 10 milliards, ça fait donc 1/10 du budget. Quel est l'éventail du salaire, du minimum au maximum? Eh bien, l'éventail du salaire est très simple. Le minimum, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti, qui existe ici comme en France, et qui est actuellement de l'ordre de 8 500 francs CFA par mois. Le personnel de notre compagnie touche, en dehors de ces 12 mois de salaire, une gratification correspondant à un 13e mois et une prime de rendement qui est adaptée aux résultats, qui fait à peu près un 14e mois. Et le maximum? Eh bien, le maximum, nous avons des ingénieurs togolais qui gagnent 200 000 francs par mois. Après le phosphate, c'est de l'agriculture que proviennent les devises, puisque le café, le cacao et le coton constituent plus de la moitié des exportations du pays. Souci numéro 2 du plan de développement, les communications. Un exemple, le nombre des passagers débarqués ou embarqués à Lomé par Air Afrique a triplé en 3 ans, mais dans l'intérieur, 600 km seulement de routes sont asphaltées. L'Allemagne a prêté 10 milliards anciens à 3% sur 5 ans pour la construction du port de Lomé. La France donne 2,5 milliards anciens par an, mais cette coopération ne résout pas le problème essentiel du pays. Notre problème le plus grave, c'est évidemment le problème de l'emploi, le problème d'étroitesse du marché, parce que les unités de production, pour pouvoir s'implanter, ont besoin d'avoir un marché
Nous avons 2 millions d'habitants d'après les derniers recensements. Si les industries ne trouvent pas suffisamment de débouchés sur le plan local, elles ne pourront donc pas s'implanter. Alors que faut-il faire? Notre souci, c'est d'encourager tout ce qui peut nous rapprocher avec les pays voisins afin d'étendre à ces unités de production le marché. Mais alors, vos voisins pensent la même chose et essaient de vendre chez vous. Comment en sortir? Il faudrait qu'on est condamné à nous entendre. Mais on peut craindre que les produits japonais n'envahissent le Togo, aussi bien que le Dahomey ou le Ghana, avant que ces pays ne se soient mis d'accord entre eux. À Varsovie, aujourd'hui, s'ouvre le congrès du Parti unifié des travailleurs polonais. C'est un événement important pour le bloc communiste, un an après les soulèvements dans les ports de la Baltique. Ce congrès est aussi l'occasion d'une sorte de rencontre, de sommet communiste impromptu. Sur place, à Varsovie, nos envoyés spéciaux, Adolphe Drey et Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre Elkabbach à Varsovie pour Information Première. C'est avec ces chansons de Mireille Mathieu qu'on a procédé au dernier préparatif du congrès important qui va commencer dans 2 heures ici. Dans 2 heures, en effet, les principaux dirigeants soviétiques viendront ici pour donner leur bénédiction officielle à une nouvelle politique pour la Pologne et à Édouard Gierek, arrivé au pouvoir l'an dernier après un soulèvement ouvrier qui a provoqué la chute de l'homme tout-puissant d'alors, Gomulka. Devant les délégués de tous les communistes du pays, c'est-à-dire 1/10 de la population, Gierek va dénoncer ici les tragiques erreurs de l'ancienne direction du parti et lancer un programme de développement économique et de modernisation d'un État socialiste géré jusqu'ici avec des méthodes autoritaires et bureaucratiques qui ont échoué. C'est pourquoi les Polonais, croyants et sans parti, sortent de leur indifférence. Ils constatent d'ailleurs que Gierek commence à changer le pays sans bruit et sans excès, car on n'oublie pas la Tchécoslovaquie. En un an, il a éliminé bien des mauvaises habitudes et chassé des responsables qui, justement, cachaient leur incompétence et parfois même leur corruption derrière leur fidélité au parti. Le parti a su trouver assez de courage, assez de force pour résoudre ces crises. Naturellement, il fallait se libérer de certaines entraves de dogmatisme. Il fallait que certains fonctionnaires dans le parti quittent leur poste. Le changement est assez grand, mais il est plus grand en haut et tout à fait en bas. Au milieu, si je peux dire ainsi, il y a des gens encore qui restent et qui freinent ce processus d'une renouvellement de la vie chez nous. Mais ce sont déjà, mais ils ne jouent pas un grand rôle. M. Gierek a donné un grand coup de balai, en donnera peut-être un autre pour créer un peu plus de dialogue à l'intérieur de la société polonaise. Oui, ce dialogue, comme je disais, déjà existe. Et c'est seulement, pas seulement dans les partis, aussi entre les membres du parti et les gens qui n'appartiennent pas au parti. Ce sont aussi les milieux, par exemple, catholiques, les milieux, disons, libéraux. On trouve dans nos journaux, n'est-ce pas, des noms qu'on ne voyait pas depuis des années, des écrivains, etc. C'est le dialogue qui continue. Le prix interallié, je vous le disais au tout début de ce journal, il a été attribué à Pierre Rouanet pour son livre qui s'appelle Castel, et Jacques Séguier était sur place, bien sûr, au moment de la proclamation de ce résultat. Le prix interallié 1971 a été attribué au premier tour à Pierre Rouanet pour son roman Castel par 7 voix contre 3 à Pierre Chany pour Une longue échappée et 1 à Claude Breuer pour Une journée un peu chaude. Suivant la tradition, le lauréat du prix interallié 1970, M. Michel Léon, a participé à ce scrutin. Pierre Rouanet vient d'arriver, nous allons essayer de vous dégager un tout petit peu, Pierre Rouanet. Il fait pas chaud chez vous, Bravo d'abord, et puis vous Merci. vous trouvez de l'autre côté. Castel, qu'est-ce que c'est comme roman?
Castel, c'est un roman d'abord. Ce que c'est un roman. Bon, alors, en quelques lignes, très vite. Bon, ce que c'est l'histoire d'une femme, le caractère d'une femme qui est révélé à travers un choc majeur qui se trouve être un accident d'auto, parce que c'est le plus banal, simplement. Je crois que c'est pas l'histoire d'un accident d'auto qui arrive à une femme, c'est le contraire. Et ça aurait pu être quelque chose de très différent. Je dis, c'est un, s'il fallait à tout prix le classer en termes pompeux, je dirais que c'est un roman psychologique. Alors Pierre Rouanet, est-ce que l'on peut dire que pour les journalistes que nous sommes, qui travaillons toujours un peu vite, c'est le prolongement de la vie, quand nous avons bien souvent quitté la vie politique, le fait divers, ce qui se passe après? Est-ce que vous avez voulu aller plus loin en tant que journaliste? Bien sûr, disons plus profond, plus détaillé, mais c'est bien ce que nous faisons, vous et moi, chaque fois que nous faisons notre travail de journaliste aussi, je crois, si vous voulez. Il n'y a pas de limite à ça. Au lieu d'écrire des articles, on peut écrire un livre, comme on peut écrire un sonnet ou une épopée, c'est absolument la même chose. Simplement, je ne crois pas du tout qu'un journaliste décide un beau matin de tiens, je vais me mettre à écrire un roman plutôt qu'à écrire un livre sur Pompidou ou sur Mendes France. C'est pas ça du tout. Deux livres que vous avez écrits. Pierre Rouanet, nous allons en reparler plus longuement ce soir. Aujourd'hui, il faut en parler avec Castel. Pour 13h30. Voilà, nous allons terminer. Merci Pierre Rouanet, du Nouvel Observateur, et bravo. Un mot du temps, un temps encore brumeux, des brouillards givrants sur l'ensemble de la France et surtout sur les régions suivantes, la Bretagne, la Normandie, le centre et le nord-est. Ailleurs tout de même, il se pourrait qu'il y ait quelques éclaircies cet après-midi, pas beaucoup de changements en tout cas en ce qui concerne les températures. Accident d'avion, on a retrouvé ce matin les débris du Nord 262 disparus depuis hier. L'appareil au cours d'un vol d'entraînement s'était écrasé dans un bois près de Lannion. Les deux pilotes sont morts dans l'accident. À Perpignan, hier, une explosion qui a entièrement détruit une maison. Il s'agissait d'une fuite de gaz. Reportage de notre station de Montpellier. 12h30 hier, cette villa de la place Jean-Bouin à Perpignan était soufflée par une violente explosion au moment même où ses habitants s'apprêtaient à se mettre à table. Quelques instants plus tard, de l'amoncellement des pans de murs et des cloisons, les sauveteurs et les voisins devaient retirer le corps de Fernand Blaise, 45 ans, agent de l'EDF qui avait été tué sur le coup. Sa femme Arlette et leurs 4 enfants âgés de 13, 11, 8 et 6 ans, grièvement blessés, devaient être hospitalisés à Perpignan et Montpellier. On pense qu'il s'agirait d'une explosion due à une fuite de gaz, mais rien n'est très sûr, cette maison était en effet équipée à l'électricité. Les sapeurs-pompiers et les services du Gaz de France poursuivent actuellement leur enquête. Actualité sportive, on a été un peu déçus pour les premières compétitions, ce qui concernait les skieurs français, mais Patrick Chaput pour Hebdomidi Sport va vous en dire bien davantage. « 130 km/h en vitesse de pointe, 96 km/h de moyenne sur cette descente de près de 3 km. Nous suivons ici le Suisse Bernard Russi, vainqueur hier à Saint-Moritz de la première descente de l'année. 5 Suisses, 3 Autrichiens, un Allemand de l'Ouest et un Canadien dans les 10 premiers de cette course, mais aucun Français. Le premier Français, Bernard Orcel, est 11e à 2 secondes et 12 centièmes, et Henri Duvillard se classe 13e. C'est une déception, bien sûr, mais nous attendrons la descente de Val d'Isère dimanche prochain sur la piste Oreiller-Quilly pour vraiment juger les descendeurs français. Le ski a dominé l'actualité du week-end, mais il y a d'autres titres à retenir dans cette actualité, en commençant par le rugby. Rugby, 4 équipes toujours invaincues, Béziers, Montferrand, Toulon et Brive. Brive qui n'a pas pu jouer à Oyonnax à cause du terrain impraticable. Tennis, 2 joueurs français en vedette. Françoise Dürr tout d'abord, elle a battu l'américaine Billie Jean King 6-3, 6-0 en Nouvelle-Zélande. Pierre Barthès ensuite, au tournoi des Masters à Coubertin, il a éliminé successivement Kodesh et Franulovic. Que dire du football, sinon que nos joueurs furent bien décevants samedi à Sofia, battus par la Bulgarie et éliminés de la Coupe d'Europe. L'équipe de France est jugée sévèrement ce matin. Notre confrère L'Équipe, par exemple, qui s'exclame « L'équipe de France, une armée sans obus ». Efficacité totale, par contre, pour l'équipe de basket féminine du Clermont Université Club. Elle a battu les PTT de Marseille par 156-30. Oui, 156 points, dont 44, marqués par Jackie Chazalon, vous la voyez ici. C'est le record du championnat. En basket masculin, Denain a pris ses distances et occupe la première place maintenant avec 4 points d'avance sur Antibes et Villeurbanne.
et 5 points d'avance sur Berck et sur Le Mans. 5 équipes dominent donc actuellement le championnat de basket. Et parmi ces 5 équipes, il faut noter la présence de Berck. Berck, qui est une équipe arrivée seulement l'année dernière en division nationale et qui très vite est devenue l'une des toutes meilleures équipes françaises du basket. Comment, pourquoi cette réussite? C'est une enquête de Pierre Cangioni. Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, une de ces plages envahies l'été et oubliées l'hiver. Une petite ville de 15 000 habitants, frileusement repliée sur elle-même, que rien ne distinguerait s'il n'y avait cette étonnante équipe de basket. Ces 5 joueurs qui, en 10 journées de championnat, n'ont été battus que 2 fois. Oui, le basket à Berck a toujours existé. D'ailleurs, il existait bien avant la guerre, puisqu'il a été créé à Berck par l'abbé Van Waal, sous la forme d'un patronage, la Jeanne d'Arc. Il a été reconstitué ensuite après la guerre au sein de l'Omnisport. Et il y a 10 ans, une équipe de mordus a décidé de donner au basket un certain élan. Et nous avons eu beaucoup de chance de rencontrer des gens à la fois compétents. Et je citerai notamment l'arrivée de Pierre Gall, il y a de cela 5-6 ans à Berck. Berck, c'est avant tout un tandem familial. Sur le bord du terrain, Jean Gall, l'entraîneur. Sur le terrain, son frère Pierre, le stratège de l'équipe, en qui l'on voit déjà le successeur de Jean de Gros en équipe de France. Je crois que c'est un travail de toute l'équipe depuis le 1er août. Et on touche, on commence à avoir nos succès. Tout le monde travaille sérieusement, dans une bonne camaraderie. Et je pense que les résultats sont presque normaux. Même exercice, on travaille du 1 contre 1. Jean Gall, le frère, le voilà. Ces dernières années, il entraînait l'équipe de Calais. Allez, vas-y Jean. Sans faire de faute, Didier. Il ne connaît pas ces drames de conscience qui parfois paralysent les entraîneurs des clubs riches, des clubs trop riches en joueurs de valeur égale. Son problème à lui, c'est plutôt le manque de réserve. Ce sont pratiquement les 5 mêmes joueurs qui ont disputé les 10 premiers matchs du championnat. Le fait d'avoir 5 joueurs doit vous inciter à certaines consignes. Je suppose que si un joueur sort pour faute personnelle, c'est grave pour vous. C'est sûr que sur ce plan-là, c'est une chose qui nous dicte de jouer le fair play au maximum. On défend bien en faisant un minimum de fautes personnelles. Faut pas modifier. On modifie pas. Alors vous deux, vous sautez plus. John. L'Américain Jedding, 2,05 m. Le Hongrois Rax. Berks aussi utilise des étrangers. Ces mercenaires qui ont redonné une popularité au basket français et lui ont apporté son opulence actuelle. Mais n'est-ce pas là un peu une politique de facilité? Je pense que les étrangers, enfin tout au moins ceux qui sont à Berck, ont apporté beaucoup. Non seulement à Berck, mais je pense qu'ils ont apporté beaucoup aussi sur le plan français. Et contrairement à empêcher l'épanouissement des jeunes, je pense qu'au contraire, les jeunes à leur contact, à l'entraînement, vont progresser très rapidement et vont devenir de très bons joueurs. Nous avons actuellement 150 jeunes inscrits, il faut des moniteurs et il faut surtout des dirigeants. Berck a les problèmes d'une petite ville. Peu de joueurs, mais aussi, par la force des choses, peu de spectateurs. La population, certes, voudrait participer plus largement à l'épopée de son équipe, mais la salle ne peut contenir que 2000 personnes. Autant dire que les recettes sont minces. Ce serait évidemment là un handicap si un jour, comme l'espèrent déjà les optimistes, la belle aventure devait se poursuivre en Coupe d'Europe. Nous mettrons tout en œuvre, nous comités, pour réaliser ce que les joueurs font, c'est-à-dire vouloir jouer une Coupe d'Europe. Il n'y a pas de raison, nous n'arriverons peut-être pas à la faire cette année, mais il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à la faire dans l'année qui vient, et peut-être, pourquoi n'irait-il pas 4 ou 5 grands dans le championnat? Après 10 jours de championnat, Berck est 4e derrière les 3 grands, Denain, Villeurbanne et Antibes. Un résultat que personne n'aurait osé espérer en début de saison. Mais il reste 16 matchs à disputer et Berck risque de payer son absence de réserviste. Déjà samedi au Mans, Pierre Gall a dû revenir en jeu malgré une blessure au pied et Berck, avec son capitaine amoindri, a été battu de 2 points.
Le basket continue cette semaine avec le championnat de France et aussi avec les Coupes d'Europe. Vous savez que c'est Villeurbanne qui doit rencontrer Vienne demain mardi et que jeudi, nous aurons un match entre Denain et Malines. Les autres événements de la semaine, eh bien, c'est surtout le ski qui reprend à Val d'Isère mercredi avec le critérium de la première neige. Et puis samedi, le match de rugby à Béziers entre la France et la Roumanie, le dernier match qui précède l'ouverture du tournoi des 5 nations. Nous retrouvons maintenant Jean-Michel Desjeunes. Nous savons tout sur les sports, nous savons à peu près l'essentiel de l'actualité. Il nous reste à voir les cours en détail à la Bourse de Paris, en compagnie toujours de Gérard Pudelange. Oui, alors les valeurs françaises ont baissé, je vous le disais tout à l'heure, et nous reviendrons sur le marché de l'or, car le lingot a encore monté sur le cours que j'avais indiqué tout à l'heure. Ça fait tout de même 60 francs de hausse sur le lingot. Voici tout de suite quelques variations sur les grandes valeurs françaises. La française de raffinage, par exemple, qui avait donné le ton la semaine dernière, est en baisse aujourd'hui de quelques fractions. Poquelin, Schneider également, Creusot-Loire, vous voyez, perdent 1 franc, 2 francs. Ce n'est pas une baisse bien sensible, mais il y a tout de même un peu de flottement. Là, même les obligations convertibles de la compagnie bancaire baissent aujourd'hui. Et à cette occasion, je signale que le Crédit commercial de France, aujourd'hui, lance un emprunt également convertible en actions. Ce sont des obligations nominales de 175 francs qui rapporteront 6% d'intérêt. C'est une opération assez commode par rapport aux actions, car un intérêt est ainsi garanti de 6%. Alors que sur les actions, il y a toujours une incertitude, bien entendu, en ce qui concerne la rémunération. Voici les hausses, tout de même, alors qu'il y a des baisses assez sensibles sur LMT, la radiotechnique, ainsi que sur Moulinex, qui avait été en vedette la semaine dernière. On parle beaucoup, en ce qui concerne RTZ, d'un rapprochement avec la Shell. On dit à Londres que la grande compagnie anglaise, Shell Transport, prendrait le contrôle de RTZ, qui est le numéro 1 européen dans la production, la production minière. Vous voyez que RTZ, aujourd'hui, a ouvert à 30 francs 30 en hausse sur vendredi. L'Aquitaine s'aligne sur la tendance du jour, 571 maintenant contre 580, et Sceaux Standard est également en baisse. En ce qui concerne Perrier, c'est demain que l'on connaîtra les résultats de la société. Ce sont des résultats assez brillants qui seront très certainement déclarés. Revenons aux mines métalliques. Je vous avais annoncé la semaine dernière un réveil de ces placements. Eh bien, ce réveil est confirmé encore aujourd'hui. Vous voyez que la Surienne des mines gagne 5 francs 50 et même les mines d'or sont en hausse aujourd'hui. Buffelsfontein, président de Brandt, tandis que l'Union minière gagne 2 francs. À la corbeille des agents de change, c'est surtout Michelin qui a baissé aujourd'hui, dont le repli a été très remarqué. La Royal Dutch, en revanche, est en progrès. C'est un des rares titres en hausse aujourd'hui. Alors Michelin perd, comme vous le voyez, 30 francs à l'ouverture et ensuite 34 francs. La Thomson également casse son cours de 110 francs et la Française des pétroles revient en dessous de 220. Il y aura demain une introduction à la cote d'une nouvelle société, c'est la société Roudière, qui est spécialiste dans les tissus d'habillement. Le prix d'offre des actions nouvelles est de 300 francs. Une société très dynamique qui exporte 30% de sa production. Hausse de la Royale donc aujourd'hui avec 3 francs 60 de mieux. Péchinet, l'Air Liquide, Saint-Gobain sont en légère baisse. La De Beers, comme les mines d'or, au contraire, est en progrès. 29 francs 85. Alors voici le cours du lingot, le dernier cours, 7605 contre 7595, une hausse donc de 60 francs, tandis que le Napoléon qui avait valu 63 francs au premier cours, eh bien baisse un petit peu derrière, 62,90, 63 francs, je le signale, c'était le cours record pour 71, tandis que pour le lingot, le cours record est de 7650. À vous, Jean-Michel Desjeunes. Merci de nous avoir prêté attention et bonne journée à tous.